à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Starding, le seul podcast en France à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, bien évidemment. Cette semaine, ce sera un épisode un peu particulier, tout simplement parce que déjà, on va faire un petit point sur le podcast, l'état du podcast, ce qu'on compte faire pour plus tard. Ensuite, dans un deuxième temps, on passera à la partie Stardom où on fera une preview du show Dream Kingdom qui aura lieu le 29. Et ensuite, dans la troisième partie, on fera la preview du show de Seedling dont Miano nous parlera en grand détail. Déjà, Miano, comment tu te portes? Euh, Pas trop bien, je suis un petit peu malade, hein. Je suis désolé si je parle un petit peu du nez dans cet épisode. J'étais pas loin de faire forfait, mais bon, pour parler de Seedling, on a pris un petit cachet et puis c'est parti, quoi. Donc ouais, on va parler de Seedling dans cet épisode. Et ensuite, ben, comme toujours, la dernière partie, la classique recommandation de match. C'est une petite partie qu'on aime bien faire et qui définit bien le podcast. Donc je pense que c'est toujours fun à faire. Ouais, je voulais parler un petit peu des prochains projets pour le podcast. Donc en fait, on voit que vous êtes de plus en plus à nous suivre. Donc encore une fois, ça nous fait extrêmement plaisir. On a atteint les 150 écoutes, pardon. On les a dépassés même après seulement 3 épisodes. Donc c'est largement plus que ce à quoi on s'attendait. On a une cinquantaine, voire plus parfois de personnes qui nous écoutent par épisode, ce qui est vraiment très 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 bon en tout cas pour le sujet dont on parle, parce qu'il faut le dire, on n'est pas beaucoup à suivre le Joshi en France, enfin en tout cas, enfin même Stardom et Seedling précisément. Donc nous, ça nous fait extrêmement plaisir de voir autant de monde et de voir tous ces retours. On a deux, trois personnes qui nous suivent de manière très active et qui nous font toujours des retours sur chaque épisode et tout. Donc franchement, ces personnes-là, je pense qu'elles se reconnaîtront, mais ça me fait extrêmement plaisir et Miano tout autant. Euh, donc merci beaucoup à vous. Et c'est pour ça qu'en fait, on voulait commencer ce nouveau projet qu'on avait en fait. C'est pour ça que j'ai posté ce sondage, comme j'avais dit au dernier épisode. En fait, on veut lancer un Patreon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça vous savez, pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, c'est en plusieurs paliers. En fait, c'est des niveaux d'abonnement. Et là, du coup, nous, on va en faire juste trois. Donc, pour le premier palier, qui sera 1,50 €, euh, déjà, oui, on tient à dire que on va le faire. On a vu les résultats du sondage. Là, au moment où on parle, le sondage n'est pas terminé parce qu'on a dû faire l'épisode plus tôt que prévu parce que ben, il s'avérait que là, le dimanche, on pouvait pas, donc on l'enregistre le samedi même. Mais il sera quand même dispo pour vous dimanche. Et du coup, là, on a toujours les votes. Le sondage n'est pas encore terminé, mais nous, on l'arrête à partir du moment là où on enregistre. Donc, on a 3 qui sont contre et 2 qui sont pour. Mais en fait, on veut le lancer quand même parce qu'en fait, on voit qu'il y a déjà 2 personnes qui sont prêtes à nous écouter, à suivre notre travail. Et en fait, ça veut juste dire que on travaillerait pas dans le vide. Et moi, en fait, c'est même nous, c'est tout ce qu'on voulait faire. C'est tout ce dont on avait besoin. Et moi, c'est ça ma motivation, en fait, juste de voir que il y a des gens qui sont intéressés, peu importe le nombre. Et si des gens sont vraiment intéressés en plus, je refuse de sacrifier quoi, enfin leur intérêt voilà, en dépit de la majorité, quoi, parce que ce serait un peu injuste. Il y a des gens intéressés, on va pas leur refuser parce que voilà, surtout si en plus une seule personne de plus était contre. Bref. Donc on va faire le premier palier, comme je disais, à 1,50 €. On fera des épisodes exclusifs toutes les semaines. On parlera de shows passés. Mais aussi, on aura des discussions, des débats approfondis avec Miano, parce que vous savez qu'on a des opinions un peu différentes, lui et moi. Donc on fera ces épisodes-là toutes les semaines. Vous les aurez en plus de cet épisode-là gratuit que vous retrouvez sur toutes les plateformes. Ensuite, pour le deuxième palier qui sera à 3 euros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir à des matchs. On va regarder des matchs et réagir voilà, en temps quoi, sur le moment. Comme ça, vous pourrez les regarder avec nous et
voilà, c'est un peu en quelque sorte comme si on y réagissait à côté de vous. Donc je pense que ça peut être assez fun, surtout quand on voit à peu près l'entente qu'on a dans un podcast. Je pense que ça peut être assez drôle de voir ce que ça peut donner devant un match. Et, euh, et du coup, ouais, voilà, on va faire ça. Le seul petit truc, c'est qu'il faudra qu'on voit pour les matchs concernant Stardom qui sont sur le Stardom World. Peut-être qu'on vous mettra pas la vidéo du match pour la simple et bonne raison qu'on sait comment Stardom est niveau droit d'auteur, etc. Donc, on vous mettra sûrement que l'audio si jamais pour tout ce qui est un match qui est sur le Stardom World. Sinon, tous les autres matchs qu'on regardera sur YouTube, en général, on va utiliser des choses voilà, légales, des choses. Donc, ce sera YouTube ou le Stardom World ou les networks, voilà. Donc, et afin d'éviter voilà des problèmes avec Stardom, on regardera soit leurs matchs qui sont gratuits sur YouTube, soit sinon on vous mettra juste le fichier MP3 que vous pourrez télécharger et écouter en même temps que vous regardez le match, quoi. C'est pour éviter voilà les problèmes voilà, de droit d'auteur et vous comprendrez, je pense. Et ensuite, le dernier palier, le dernier niveau, qui sera à 5 euros. Et là, justement, ça peut paraître un peu beaucoup pour certains, ce que je peux comprendre. Mais en fait, c'est que vous en aurez totalement pour votre argent. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, pour 5 euros tous les mois, parce que ça demande énormément de temps, on va vous sortir avec Miano. Ce sera un mois, ce sera Miano, l'autre mois, ce sera moi. On va vous faire un PDF en gros sur à peu près 5 à 15 pages sur un sujet précis. Ce sera une espèce de mini e-book sur un sujet qui nous tient à cœur ou sur lequel en fait on aura travaillé, on aura fait des recherches. On pourra parler, je sais pas, d'un règne, d'une rivalité, de d'une chose qui s'est passée, je sais pas, backstage ou kayfabe ou voilà. On a plein de sujets en tête et ça concernera voilà l'histoire de la Fed ou voilà une rivalité, ce genre de choses. Mais voilà quelque chose de précis sur lequel on aura fait des recherches extrêmement poussées et qui nous aura pris voilà un mois. Vous comprendrez le délai parce que ben, en fait on va faire un truc propre sur avec voilà des belles images, une sorte de mini livre quoi en quelque sorte autour d'une dizaine de pages sur un sujet précis pour que, en fait, ceux qui connaissent pas ou qui veulent en savoir plus puissent découvrir tout ça. Et ça demande un travail phénoménal et je pense que du coup vous comprendrez pourquoi on a posé ce sondage-là. Et voilà. Et en fait, nous, tout ça, en fait, voilà, on fait pas, vous le savez très bien, je pense, on fait pas ça dans un but financier ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste que ça nous aide après à pouvoir encore plus professionnaliser ce podcast et aller de plus en plus loin. Voilà, par exemple, je compte investir dans un micro pour que vous puissiez mieux m'entendre. On essaie de voir peut-être pour éventuellement avoir recours à peut-être à un graphiste pour mieux faire les pochettes de chaque épisode. Parce que c'est moi qui l'ai fait et je sais pas non plus, je suis pas le mec le plus professionnel pour le faire. J'ai pas énormément d'expérience là-dedans. Donc voilà, on essaie de se professionnaliser petit à petit. Et en fait, c'est juste ça, c'est pour nous soutenir à nous, soutenir ce podcast-là qu'on est en train de mettre en place et pour le voir se développer en fait. Et voir Stardom et Seedling se développer en France. Voilà. Donc je pense que là, du coup, vous y voyez un peu plus clair. On va lancer ce Patreon-là, on va le lancer dans la semaine. Je vais m'en occuper là dans la semaine et vous aurez même sûrement ce premier épisode exclusif ben, dans la semaine, avant le cinquième épisode, on espère. Et voilà, vous aurez ensuite, voilà, d'ici mi-janvier, fin janvier, je pense, le premier, euh, le premier PDF qu'on aura fait et sûrement d'ici la semaine prochaine, la première réaction de match. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent, encore une fois, qui nous soutiennent, et merci à tous ceux qui s'abonneront. D'ailleurs, chaque personne qui s'abonneront à ce Patreon, on citera leur nom en début de chaque podcast pour les remercier, parce que c'est la moindre des choses. Et, euh, et voilà, c'est tout pour mon monologue. Encore une fois, merci.
Et voilà, j'ai hâte de voir comment tout ça va progresser et ce que vous en pensez surtout. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ces différentes idées, si vous êtes intéressé. Et, euh, et voilà, je pense que la suite ne peut être que meilleure pour ce podcast et on peut que s'améliorer. Miano, si tu veux rajouter un petit truc, c'est vrai que j'ai fait un long monologue. Ah non, je t'ai laissé présenter tout ça, tu l'as très bien fait. Je remercie bien évidemment, comme toi, bah, tout le monde qui nous soutient, qui nous écoute, qui nous font des retours, que ça soit par Discord, par Twitter, enfin peu importe, ça fait toujours plaisir. Et on va vraiment se lancer dans une belle histoire, donc hâte de voir tous les projets se concrétiser. Eh ben écoute, pareil, et j'espère que vous aussi. Donc, on va passer sans plus attendre à la première partie de ce podcast. C'est parti pour la preview de Stardom Dream Kingdom du 29 décembre 2022. Le tout premier match, l'opener. Alors, là, il va y avoir des choses à dire. Ce sera Oui. Mina Shirakawa et Unagi Sayaka contre Tekla et Mai Sakurai. Si je puis avoir l'honneur de commencer. Oh oui, vas-y, vas-y. Parce que là, tu te doutes que j'ai des choses à dire, évidemment. Oh oui, moi aussi. Donc, c'est le retour de Mina. Donc voilà, déjà, rien que ça annonce la couleur. Pour rappel, elle s'était blessée dans son match pour le titre Wonder contre Sayaka Mitani. Et en fait, on l'a pas revue depuis. Comme je l'avais dit la semaine dernière, elle a posté une petite photo sur Twitter. Apparemment, elle aurait été vue à l'aéroport. C'était il y a 2, 3 semaines, je crois, où elle partait à l'international, soi-disant. On n'en sait pas plus, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas ce qu'elle fait, on sait pas où elle est. Mais elle nous tease des choses et c'est ça que j'aime. J'aime ce genre de choses, j'aime quand ça tease, quand ça donne envie. Et elle le fait super bien. Elle est très douée pour ça. Euh, et ensuite, elle est venue à la conférence de presse avec Unagi parce que, ben voilà, pour rendre le match officiel, avec Unagi. Et en fait, le truc, c'est qu'elle avait des bandages absolument partout sur le visage à cause de sa blessure à la mâchoire. Et elle peut pas parler. Enfin, elle a du mal à parler. Et je pense que avec le temps, parce qu'on a vu qu'elle a cut une promo à la fin de son match, mais voilà, une fois l'adrénaline redescendue, etc. Et après quelques jours de passé, je pense qu'elle doit encore le sentir passer, quoi. Donc je pense qu'elle évite de parler pour avoir moins mal. Et du coup, il y a Unagi qui a parlé pour elle et qui a dit, qui a cité ce qu'elle disait. Elle disait que pour son retour, voilà, il faut que, elle veut faire une surprise à ses fans et il faut se préparer. Donc, je suis absolument à fond derrière toute cette histoire. J'ai trop, 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 trop hâte. Euh, En plus, enfin, j'ai plein d'idées sur ce qu'elle compte faire, mais je sais pas si ce sera le cas ou pas. Enfin, je pense qu'en tout cas, le truc de son départ à l'aéroport, là, comme je l'ai dit à Miano, je pense que ce sera je pense que c'était juste un work qui permet de mettre en place son espèce de nouveau personnage. Je pense qu'elle aura un tout nouveau look, ça c'est certain, avec un truc au niveau de la bouche. Je sais pas si ce sera, enfin voilà, si ce sera du face paint, si ce sera un truc, s'il faut elle aura des dents en or, ça va être exceptionnel. Je sais pas, s'il faut elle aura la langue bleue, j'en sais rien. Euh, on peut s'attendre à tout en fait, et je trouve ça trop cool. Donc je suis hyper hypé. Et en plus de ça, on a vu qu'elle avait une espèce de, je sais pas si c'est en rapport avec, mais du coup ça me fait partir dans plein de différentes théories et tout. Donc on a vu son espèce de petit, c'était une écharpe, je crois, Chanel. Donc peut-être qu'il y a un truc autour d'un truc international, d'un truc vouloir se rapprocher des fans internationaux, parce qu'elle disait qu'elle était partie à l'international pour mettre plus en avant sa représentation au niveau mondial et tout. Donc je pense qu'il peut y avoir un truc autour de ça.
et un tout nouveau look, ça c'est quasiment certain. Mais j'adore tout ce qui se passe. Et j'ai trop hâte. Miano, je te laisse parler, je continuerai un peu après pour la suite. Moi, comme toi, je suis très content de voir ce match en opener, puisque je me dis qu'au moins, puisque je me dis qu'au moins ça sera vite réglé. Mais non, mais quand Donc, même, on nous hype une history non, là. oui, bah, Unagi Mina contre Mei Sakura et Tekla, ouais, voilà quoi. Mina va gagner puisque c'est son retour, bien évidemment. Je Évidemment. suppose qu'ils vont la faire gagner contre Mei. J'espère que ça va être plié en 8 minutes et puis voilà quoi. C'est la nouvelle gimmick. Moi, je mets aller une demi-pièce sur une tenue un petit peu genre hôtesse de l'air ou je sais pas quoi. Ou sinon, option 2 avec effectivement un facepaint ou je ne sais quoi, mais je peux pas dire que ça m'intéresse pas. Je serais quand même curieux, mais voilà, c'est en opener. Je vais pas m'en plaindre non plus, quoi. Elle va gagner pour son retour et puis voilà, quoi. Ah, mais il y a quand même quelques trucs autour de ce match. On sait que Mai Sakurai, avant, elle était chez Cosmic Angels, qu'elle les a trahis. Donc, il y a un peu d'animosité entre les membres de Cosmic Angels et Mai. Euh, En plus, sur Twitter, il y a eu une petite interaction entre Mina et Mai. Mai qui disait que, voilà, elle s'est peut-être éloignée de Cosmic Angels, mais elle respecte le travail, quoi, et l'espoir qu'a Mina en ses rêves et tout. Et Mina a dit que elle a hâte de l'affronter et tout ça, donc il y aura une partie un peu de respect quand même. Et on sait qu'il y avait une petite rivalité aussi entre Tekla et Mina au début de l'année 2022 pour le titre SWA. Donc Euh, avec le euh, fameux j'ai le j'ai fameux une, Toxic Spider. j'ai une petite question d'ailleurs. Dis-moi, Si tu pouvais me dire où on en est au niveau du titre SWA, s'il te plaît, parce que je t'avoue que depuis Mayu que l'a Mayu l'a rendu vacant. laissé. Ouais, ouais, je sais. Et depuis, du coup, T'inquiète, c'est un détail ça. Non, en vrai, je pense qu'on va avoir un tournoi, un truc comme ça. On va avoir ouais, une prochaine challengeuse. Enfin, on sait il y a Sasha Banks, là, il y a des rumeurs. Du coup, à voir ce qu'ils veulent faire pour ce titre SWA. Mais pour l'instant, on en est pas encore là, quoi. Pour l'instant, profitons de ce match exceptionnel. Et c'est ce match-là le plus important de la carte, je veux rien savoir. Donc, voilà, c'est tout pour ce match. Je pense qu'on peut passer au match suivant. Donc, le match suivant, c'est un match de build-up pour le prochain show, enfin le prochain gros show d'après Dream Kingdom. Ce sera du coup un match Six Woman Tag 3 contre 3 pour préparer ce tournoi Triangle Derby là. Du coup, ouais, c'est pour préparer tout ça. Et ce sera un spécial Stars contre Stars. On aura Mayu, Anan et Momokogo contre Azuki, Sayaida et Koguma. Donc c'est trop bien. Ça va être très intéressant à regarder vu qu'elles sont toutes dans le même clan. Elles sont toutes très bonnes amies. Donc ça va être très intéressant à regarder, je pense. Et évidemment, une confrontation Azuki-Mayu, euh, c'est pas de refus, quoi. Enfin, deux des meilleures catcheuses, enfin les deux meilleures catcheuses du roster même, euh, ça se refuse pas. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant à suivre. oui, je suis d'accord sur le match en lui-même. Le match en lui-même, je pense qu'il va être sympa. Mon prono, et ça te fera plaisir, victoire de Azuki sur Ah, Momokogo. Voilà, pourquoi pas. ouais, je vois que tu C'est vas dans la facilité en termes ben, de pronostics. après, je peux tenter un truc osé en disant que il va y avoir un turn de Azuki à la fin sur Mayu, mais je pense pas. Je Non, pense que je pense pas pour ça le va être une moment victoire. parce qu'elle est avec les autres membres de Stars. Donc, Donc, c'est pour ça que j'ai la facilité Azuki sur Momokogo. ouais, en vrai, ça se tient, mais honnêtement, je verrais plus du côté de Mayu avoir la victoire. Pourquoi pas peut-être même offrir la victoire à Anan, tu vois, sur un truc, un roll-up ou un truc comme ça, peut-être sur Sayaida, voire sur Koguma.
Parce que je pense que Anan, ils essaient un peu de la mettre bien en avant. Elle progresse beaucoup. Elle est beaucoup appréciée. Donc, je tablerai sur un petit Anan, ouais, je pense. Je serais pas contre en tout cas. Ce serait cool, ouais. Donc, ensuite, le match suivant. Là, ce sera pour un title shot au titre Goddess. Ce sera Amisore et Mirai contre Maika et Himeka contre Natsuko Tora et Ruaka. Donc là, je trouve ça intéressant en vrai. Pour une fois que les challengers ne sont pas là à débarquer, à prendre le micro, dire je te challenge quoi. Euh, J'aime bien ce genre de truc, ce genre de match qui offre des spots quoi. Euh, Là, je trouve ça assez cool. Après, voilà, les tags qu'il y a dans ce match, c'est pas comme si on les avait jamais vus avoir une chance pour le titre, quoi. Je pense notamment aux deux premières équipes. Ça tourne beaucoup en rond. Après, il faut dire que voilà, c'est les deux équipes, enfin en tout cas les deux dont je parle, Amisure Mirai et Maika et Himeka, c'est les deux des plus solides en tout cas du roster, objectivement. Qu'on aime ou pas, faut dire la vérité, enfin c'est les deux qui sont construites aussi fortes. Mais de l'autre côté, il y a Natsuko et Ruaka. Déjà, j'ai pas manqué de le dire à quel point j'appréciais beaucoup ce que faisait Ruaka dans le ring, avec sa boîte exceptionnelle, encore une fois. Euh, mais elle progresse énormément avec Natsuko. J'ai l'impression qu'elle se trouve de plus en plus. Et leur alchimie est super. Donc juste pour ça, en fait, pour avoir un peu de sang neuf, pour avoir un peu de, de nouveauté aussi dans la division tag, j'aimerais voir Natsuko et Ruaka avoir cette victoire, absolument. On sait que Famille Souré et Mirai, ils ont eu deux ou trois shots déjà dans l'année. Maika Himeka, voilà, on a vu leur tag league qui était très très bonne. Elles ont déjà eu une opportunité, des opportunités pour les titres. Alors que Ruaka et Natsuko, voilà, ça apporterait, ça leur apporterait aussi. Et en plus, les deux ont aucun programme quoi pour le moment. Donc franchement, j'aimerais beaucoup. Donc j'ai envie de tabler sur elle. Je suis d'accord avec toi. Je voudrais une victoire de Natsuko et de Ruaka. J'y crois pas beaucoup. Donc, ce que je souhaite voir, c'est victoire de Natsuko Tora, ce que je pense voir. Et là, du coup, j'hésite. Je pense que Himeka et Maika vont gagner avec une victoire de Maika. Donc, oui, je pense que ça va partir sur une victoire de Maika. Mais c'est pas certain. Je pense que c'est assez ouvert. Mais voilà, je pense que ça sera booké avec une victoire de Maika sur la facilité outre Ruaka. Mais pourquoi pas sur Mirai ou ouais, pourquoi pas sur Mirai, ça Ouais, parce qu'il donnera au moins une. faut rappeler qu'Ami, elle a le titre, quoi. Donc le titre futur. Donc je pense qu'ils vont la protéger un peu quand même du pin. Hmm. Donc pourquoi pas. Ok, ok. Match suivant. Spécial singles match. Kairi contre Utami Hayashishita. On a Utami qui est venu parler à Kairi après qu'elle ait gagné le titre dans la conférence de presse là, de chez New Japan. Et du coup, voilà, elle l'a challengé pour un singles match. Donc voilà, on aura ce match qui va être absolument fantastique, j'en doute pas. Kairi qui est exceptionnel dans un ring, Utami qui est très doué, que j'apprécie de plus en plus, surtout dans cette position-là de la carte. Utami en upper mid card, je trouve ça parfait, c'est exactement ce qu'il lui faut. Main event, voilà, j'ai un peu de mal de l'avoir dans les main events, les matchs pour le titre, mais upper mid card et de temps en temps à la limite, ouais, des matchs pour le titre à droite, à gauche, une fois dans l'année, pourquoi pas. Mais là, j'aime beaucoup, surtout en plus s'il n'y a pas de titre en jeu, mais que c'est un gros match comme ça. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Et je pense que oui, dans tous les cas, ils vont nous faire un travail fabuleux. Et je pense que quand même, Kairi va rester forte.
et avoir la victoire puisqu'elle défend son titre 5 jours après, quoi. Oui, la victoire de Kerry semble ne faire aucun doute, à moins qu'on nous sorte l'option traditionnelle du draw. Mais je pense pas, je pense que Kerry va gagner. Ça devrait être un beau match. Ça m'étonne de le voir aussi bas dans la carte par contre. Donc je pense que ça va pas non plus sortir une dinguerie incroyable. Je pense que un seul finish sera suffisant. Je pense qu'il y aura pas des nearfall à tort et à travers. Je pense que ça va être propre. Mais voilà, il y en aura pas de trop vu le placement dans la carte. Belle victoire de Kiri dans un gros match. Je pense que on va partir là-dessus. Euh, ouais, en fait, enfin par rapport au placement dans la carte, ça me dérange pas tant que ça, puisqu'en fait, elles sont juste en dessous de tous les matchs pour le titre, donc c'est un peu normal, je trouve. Je pense pas que ça aurait été, enfin, ça aurait rabaissé un peu certains titres de mettre ce match-là au-dessus. Donc, je trouve qu'il a une bonne place là dans la carte. Ouais, après, je dis ça parce qu'il y en a des placements de cartes assez particuliers chez Stardom. Donc ça m'aurait pas étonné qu'ils mettent ça en semi, quoi. Oui, c'est sûr que ça aurait pu arriver. Ce serait pas surprenant. Euh, le match d'après, ce sera pour le titre High Speed. On a Hikari Shimizu qui va challenger Azumi pour le titre. Elle l'a challengé, c'était à Takadano Baba au show du 3 décembre. Elle a pris le micro à la fin de son match à Azumi. Elle a pris le micro et Hikari Shimizu, elle lui a dit qu'elle voulait la challenger. Et Azumi lui a fait comprendre que voilà, ce sera pas n'importe quel match. Pour elle, ça va être un match important parce qu'en fait, ça pourrait lui permettre d'atteindre le record de défense du titre High Speed, qui est détenu par Chris Wolf avec 8 défenses, ou non 9 pardon, 9 défenses. Et là, du coup, Azumi, ce serait sa 9e défense. C'est Azuki qui a 8 pardon. Donc elle est au niveau d'Azuki là en ce moment, en termes de défense. Donc elle va sûrement égaler Chris Wolf, puisque je pense qu'elle va définitivement battre Hikari Shimizu. Euh, le contraire m'étonnerait énormément. Mais je pense que ça peut donner un match pas mal et ça m'intéresse en fait de voir Hikari Shimizu dans un match aussi important. On sait qu'elle a beaucoup été. Enfin, je la trouve un peu effacée, un peu dans l'ombre de Saki et de Yuko Sakurai, enfin des autres de Colors. Même dans Cosmic Angels, elle est très effacée, très en retrait, je trouve. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans un match comme ça. Oui, je pense que le match va être sympa. Après, comme tu dis, c'est un match qui est très important pour Azumi en termes de nombre de défenses. Et pour un match très important, on envoie quelqu'un qui a fait 5 matchs dans la Fed. Un petit peu dommage. Je pense qu'elle aurait pu avoir sa chance ou après ou avant, justement pour atteindre cette fameuse défense. Peut-être qu'un nom un peu plus prestigieux ou du moins régulière dans la Fed aurait donné un petit peu de prestige à cette défense. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, comme tu l'as dit, je vois pas Azumi perdre. Donc voilà, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre. Non pas que celle-ci me déplaise, mais voilà, pas à ce moment-là, quoi. C'est juste ça, en fait. Bah, après, le truc, c'est que, encore une fois, enfin, c'est souvent même, genre, je vois pas par qui tu peux remplacer, parce que, comme je viens de le dire, Utami, elle a 9 défenses, donc elle a quand même bien fait le tour déjà au niveau des challenges. À la limite, je veux bien entendre, tu vois, peut-être une Koguma. J'en parlais dans les derniers épisodes et on a un de nos fidèles auditeurs qui disait que voilà, que Koguma c'est un très joli nom et j'ai pas manqué de lui dire que ouais, genre je l'apprécie aussi de plus en plus et j'aimerais bien voilà l'avoir avoir un autre match pour le titre pour le titre High Speed en tout cas qu'elle nous prouve un peu la High Speed Genius quoi et sauf que ben, elle est déjà occupée avec ce match trio. Et là, du coup, ben, pourquoi pas Hikari Shimizu? En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est nouvelles challenges, même si c'est un peu évident le résultat. J'aime bien voir ces nouvelles choses et voir ce que ça peut apporter, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce match. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, non. Non? Ok. Ben, écoute, on peut passer au match suivant. Ce sera un match pour les titres artistes.
mais ce sera plus spécifiquement un match hardcore. Ce sera Momo Watanabe, Starlight Kid et Saki Kashima qui défendront leur titre contre les trois de prominence, Risa Serra, Suzu Suzuki et Kurumi Hiragi. Donc, euh, en vrai, tu sais quoi, je vais te laisser commencer pour celui-là. J'ai beaucoup commencé pour les derniers. Ben, c'est un match que j'attends beaucoup, c'est un match qui me hype bien. Forcément, bah, il y a beaucoup de catcheuses que j'aime bien là-dedans. Bah, déjà, les trois de Deotai, je les aime bien, même si forcément, tu sais que je préfère Momo et Saki à SLK, mais bon, je l'aime bien quand même. De l'autre côté, on a Risa Serra que j'adore, c'était ma préférée quand elle était chez Ice Ribbon, même devant Tsukasa Fujimoto, c'est pour dire. Suzuki est vraiment très bien, Kurumi pareil, j'aime bien aussi. Donc j'ai hâte de voir ce match, surtout en hardcore, ça va être cool. Je pense pas que Prominence va gagner, du moins ça m'étonnerait beaucoup. Et bien évidemment, j'aimerais que ça se finisse sur un Kishikasai. N'importe qui peut le prendre, ça me dérangerait pas. Du coup, si on pouvait éviter que ça soit Risa Serra qui le prenne, je serais quand même content. Mais je sais pas, un finish ou de Momo ou de SLK qui est pas spécialement sel, et puis Saki qui fait le Kishikasai derrière pour finir, ça serait une fin qui me plairait bien en tout cas. Mais tu vois, moi je suis pas vraiment d'accord avec toi. Moi je pense que Prominence va gagner, honnêtement. Parce qu'on voit qu'elles sont bien mises en avant. Et elles font du super taf ensemble. Elles nous l'ont bien prouvé au showcase là, contre Cosmic Angels. Et en fait, je trouve que tous les trois elles sont super ensemble. Et je pense que Stardom est prêt à leur faire confiance, vu tous les programmes qu'ils leur donnent et vu comment ils sont en train de se populariser auprès des fans. Donc, en vrai, je pense qu'il y a de fortes chances même pour qu'elles puissent les gagner. Je pense, surtout en plus dans un match hardcore, je les vois mal perdre un match hardcore. À la limite, enfin pas une disqualification, pardon, mais une intervention de la part d'Oedo Tai pour défendre, enfin pour conserver leur titre. Je veux bien l'entendre. Enfin ça, ce serait intelligent de leur part. Mais je pense que Prominence va gagner et avec même, je voulais dire Suzu qui pin Starlight Kid, mais finalement, j'y réfléchis et je pense que c'est pas Starlight Kid qui va prendre le pin. Ce sera peut-être une des deux autres, pour la simple et bonne raison que je pense que ce sera pour intensifier la rivalité entre Suzu et Starlight Kid, parce qu'on sait que depuis le Five Star, il y a une très grosse scène entre les deux et ils sont en train de build up ça de plus en plus. D'ailleurs, ce match, je pense qu'il ouais, il en découle d'une certaine manière. Donc je pense que cette rivalité entre les deux va continuer. Et c'est pour ça que je pense pas non plus que Starlight Kid va prendre le pin, mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que Prominence ouais, prenne les titres. En tout cas, si Prominence gagne, tu m'entendras pas hurler. En tout cas, je ne mettrai, pour une fois, je mettrai pas de sel parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc, excusez-moi, le cachet a pas encore fait totalement le travail. Mais ouais, si Prominence gagne, je vais pas crier au scandale. Je les aime tellement que allons-y quoi. Ouais, après, c'est pour les autres défenses, il va falloir construire pas mal de choses. Ça va pas être évident à bouquer, mais si elle gagne, oui, je serai quand même content. Même si je préférerais que Saki nous flashpin tout ça, mais bon, si Prominence gagne, j'aurais hâte en tout cas de voir ce qu'ils vont en faire. Ouais, je pense que ça apporterait un petit vent de fraîcheur sur la division artiste. Non pas que elle est mauvaise actuellement, hein, bien au contraire, c'est très très bon. Mais je pense que c'est des challenges solides pour entre guillemets tourner la page, parce que il faut bien que quelqu'un leur prenne les titres un jour ou l'autre. Donc je pense que Prominence ce serait les challenges parfaites pour quoi. Donc le match suivant, cette fois-ci, ce sera toujours la division tag, mais cette fois-ci, ce sera simplement tag classique. Ce sera pas par 6 mais par 2, enfin par 3 mais par 2. Ce sera Tam Nakano et Natsupoi qui défendront contre les gagnants de la Tag League, Nanae Takahashi et Yu. Euh, que dire sur ce match? Honnêtement, je suis pas énormément hypé. Je préfère être honnête. Je suis pas à 100% derrière le match, même si je sais que ça va être très bon, parce qu'on voit les quatre catcheuses qui sont sur le papier.
on se doute que ça va être un super match. Les quatre sont très doués dans le ring, elles sont très très douées aussi en équipe, ensemble surtout. Donc évidemment, je pense que ça va bien faire le taf. Juste que voilà, j'ai du mal à voir quel genre de match elles vont vouloir construire. Et voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre et je suis pas spécialement voilà intrigué à fond. Je pense même pas que Nane et Yu vont gagner. Je pense qu'elles ont gagné la Tag League voilà pour les mettre plus en avant, mais qu'elles vont pas aller jusqu'à chercher les titres. Mais à voir ce que ça peut donner. J'espère qu'elles vont quand même réussir à me donner un match qui est encore meilleur que ce à quoi je m'attendais. Et voilà, j'ai pas spécialement plus à dire là-dessus en vrai. Je suis d'accord avec toi, je vois difficilement Nanae et Yu gagner, même si j'en ai très envie, je pense que vous vous en doutez. Le match me hype par contre, ça c'est une évidence, j'ai très envie de voir ça, je pense qu'on va partir sur une domination de Seven Up et le fighting spirit de Natsupoi et de Tam Nakano, je pense qu'on va jouer là-dessus, sur sur la différence aussi, poids-puissance aussi qui va être Mhm. présente. Donc je pense que le match va être très facile à construire. Je pense qu'ils vont partir là-dessus. Ça va être hyper basique, mais bon, c'est le genre d'histoire qui fonctionne toujours assez bien. Après, historiquement, les titres tag, ça n'a jamais été des reigns très très longs. Là, on est à plus de 100 jours. On peut regarder vite fait l'historique. Il y en a eu des longs, comme par exemple Julius Yuri, mais sinon, ça n'a jamais été non plus hyper long. Momo Utami, c'était long aussi, mais sinon, on est à peu près dans dans la moyenne, à part bien sûr l'énorme règne de Thunder Rock, mais ça pourrait changer, ça pourrait ne pas changer. Je pense aussi que ça fait un petit peu tôt pour les perdre, mais Ouais, il y a quand même je sais pas. en vrai par rapport à ce que tu dis pour les titres, il y a quand même des règnes longs quoi. Ouais, ouais, bah il y en a trois ou quatre qui sont longs, même le premier, Yokobito Yusuke Aikawa, je crois que c'était plus de 300 jours aussi, mais il y en a qui étaient très courts, quoi. Il y en a entre 40 Ouais, et là, même pas entre 40 et 100 jours, il y en a un paquet aussi, donc ouais. on sait Mhm. jamais si ça va être des vrais règnes, des transitions, donc c'est le genre de titre que tu peux perdre à n'importe quel moment, donc et puis bon, il faudrait quand même que les gagnantes d'une Tag League, elles gagnent aussi un petit peu les matchs derrière. Je me rappelle encore de Momoaz, je l'ai toujours pas digéré, donc si celle-ci, elle pouvait le gagner, je serais quand même content. Donc, je sais pas, je pense qu'elles perdront, mais au fond de moi, j'espère qu'elles gagneront. Ouais, mais après le truc c'est que Tam et Natsupoi, ils ont gagné encore un peu trop récemment les titres, elles peuvent pas se permettre de les perdre maintenant quoi. Surtout qu'elles sont en train de encore de se construire en tant que tag team. Oui, et puis bon, Natsupa, il y a Turn il y a pas si longtemps, et la Turn aussi un peu pour être avec Tam. Donc, c'est Ouais, sûr que les perdre maintenant, ça serait un petit peu dommage dans ce qu'ils sont en train de construire. Donc, on va dire que ça serait logique de voir Tam et Natsupa y gagner, quoi. ouais, ouais. On passe au co-main event. Ce sera Sayaka Mitani qui défend le titre Wonder contre Haruka Umesaki. Et Miano, je vais te laisser commencer parce que je sais que tu as pas mal de choses à dire là-dessus. Tu avais commencé à en parler la semaine dernière. Ouais, je vais devoir mettre du sel, ça m'embête. Je fais que ça de mettre du sel en plus, mais on a une challengeuse à la Wonder qui a 7 matchs dans la Fed, quoi. 7 matchs dans la Fed. Les matchs à New Blood en plus, quoi. C'est même pas sur les shows Stardom, on va dire classiques. C'est même pas des matchs en solo. À chaque fois, elle est en équipe. Elle a jamais rencontré quelqu'un de Queen Quest sur le ring. Alors, on sait bien que Queen Quest a totalement perdu son identité, mais quand même, pas une seule. Ouais. Donc, je sais pas, mais pourquoi le challenge? Pourtant, je l'aime bien. En plus, elle a une équipe avec Miyuki Takase que j'adore, donc j'ai rien contre Umezaki, hein. Bien au contraire, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais la légitimité de son shot à la Wonder, bon, t'as jamais croisé quelqu'un du clan de la championne, ni même la championne en question, que t'as fait que 7 matchs dans la fête, les 7 à New Blood, voilà quoi. Qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Ben, encore une fois, pour moi, ça permet de faire tourner les challenges. Je pense pas qu'il y ait non plus besoin d'une construction sur 3 ans
pour être challengeuse au titre Wonder. On sait qu'il y a beaucoup de catcheuses qui ont eu des shots assez rapidement, en ayant fait à peine quelques matchs, quoi, en ayant participé vite fait à un 5-star de manière hyper surprenante d'ailleurs. Donc ce sera pas la première à avoir un match pour le titre de manière aussi rapide. Après, on sait qu'elle est beaucoup construite dans les New Blood. T'en parlais qu'elle était passée là-bas. Ouais, elle est beaucoup construite là-bas. Elle est de plus en plus appréciée des fans. Et puis, il y a aussi, je trouve, ce parallèle un peu intéressant, le fait qu'il y a toute son histoire autour, dans les New Blood en tout cas, autour de Cosmic Angels, Oedo Tai, quel clan un peu elle allait rejoindre. On sait qu'au tout début, elle était beaucoup avec Cosmic Angels. Puis, quand elle a commencé à affronter Oedo Tai, avec notamment Starlight Kid, elle a commencé à basculer un peu vers Oedo Tai, ce qui lui a d'ailleurs apporté ensuite son personnage de Karma, si je dis pas de bêtises. Euh, mais du coup, ouais, il y a cette dimension autour de Cosmic Angels. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que, ben, voilà, évidemment, tout va en revenir là. Le fameux match entre Saya et Mina. euh, et du coup, en fait, le fait d'avoir Umezaki qui était assez proche de Cosmic Angels, je le vois un peu comme un parallèle à ça. Et ça peut permettre ensuite, pourquoi pas, de faire une bonne petite transition pourquoi pas avoir un match revanche entre Mina et Saya, en tout cas je l'espère. Mais, euh, mais je pense que c'est intéressant, enfin ce parallèle est quand même, il peut paraître tiré par les cheveux, mais je trouve ça, pourquoi pas, intéressant de le souligner. Après vous en pensez ce que vous voulez, évidemment. Mais en tout cas, moi j'aime vraiment bien Umezaki, je trouve qu'elle est douée dans le ring. J'aime beaucoup tout ce qu'elle a fait, notamment en plus avec Starlight Kid, c'est très bon. Et, euh, et comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup la nouveauté dans les challenges, j'aime quand ça tourne, que c'est pas les mêmes, quoi. Sinon je m'en lasse vraiment facilement. Et là en fait on a une nouvelle challengeuse qui en plus je pense va sûrement signer ou en tout cas être là quasiment à plein temps. Donc ben, en fait j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner dans un gros match comme ça. Et oui, je me doute que Sayaka Mitani va sûrement conserver et, euh, et partir pour. Je suis désolé, Miano, hein, d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais partir pour dépasser le record de Momo, quoi. Ouais, et puis après, on va nous vendre ça comme le meilleur Rain Wonder de la Fed, le règne inoubliable, en ayant battu Haruka Umezaki, qui a cette match dans la Fed, en ayant battu Mina, en ayant battu je ne sais qui encore. On ne rabaisse pas Mina comme ça, en plus avec le match que c'était, les émotions et tout ça. Non, franchement, elle a quand même, elle a eu des challenges importantes. Après, voilà, je j'arrive pas à défendre vraiment son règne. Euh, Ceux qui me connaissent un peu, enfin qui connaissent mes opinions, ils savent que j'arrive pas vraiment à défendre l'in-ring de Sayaka Mitani. Je la trouve toujours pas à la hauteur de ce titre-là. Le titre l'a fait à elle, euh, pour, euh, pour citer un peu une citation connue, quoi. Enfin, je crois que c'était CM Punk donc, qui l'a dit. Enfin bref. Mais, euh, mais je trouve que c'est surtout le titre qui a fait Sayaka Mitani. Ah oui, 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 non, mais Et c'est sûr que le titre lui a plus rendu service qu'elle n'a rendu service au exactement. titre. Voilà. Ça c'est évident. Après, voilà, après, je trouve, c'est peut-être un peu, pas méchant, mais un peu poignant, enfin, ce que je vais dire. Et c'est un mal pour un bien pour elle, quoi, en gros. Enfin, par mal, évidemment, genre, je sous-entends le fait que moi, j'apprécie pas. Mais ça a permis de la mettre en avant et de construire son personnage comme ça. Hum, Et maintenant, on peut la voir dans des matchs plus hauts que simplement la low card. Objectivement, pour moi, oui, elle est dans la mid-card, elle est. euh, le seul problème, en fait, c'est elle a un très bon in-ring. Enfin, elle se débrouille bien dans le ring. Le seul problème, c'est que ben, c'est trop hésitant et il y a beaucoup de botch. Et moi, c'est ça mon problème. Et pour moi, ça, c'est pas à la hauteur d'un d'un Rain Wonder. Je suis désolé pour ceux qui écoutent et qui l'apprécient, mais voilà, c'est la manière dont je la vois, quoi. Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est ce que j'avais dit dans un épisode précédemment, c'est que c'est
la ceinture des émotions, et vu qu'il l'a eu trop tôt, il avait pas grand-chose à raconter avec ses Ouais. adversaires, et que pour moi, c'est là que ça coince, quoi. J'aurais préféré qu'il lui donne un gros règne high speed, tu vois. On se plaignait d'avoir toujours les mêmes challengeuses ou je sais pas quoi. Il aurait eu un énorme règne high speed, un petit peu comme Azumi là en faisant des matchs 4 étoiles contre Starry Kid, contre Azumi ou contre ce type de catcheuse. Je pense que ça aurait été mieux de commencer par là, ça l'aurait déjà bien mis en avant. Puis la Wonder, elle avait le temps de le gagner, quoi. Ouais, bah c'est sûr, oui. Surtout que elle a commencé, elle a rejoint le clan de Queen's Quest, c'était quoi? C'était en février 2020, quoi. Et elle est arrivée en septembre 2019, quoi. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'elle est chez Stardom, qu'elle a fait ses débuts pro. Ça pouvait attendre, quoi. C'est pas non plus indispensable. Donc moi je pense qu'on aurait pu attendre un peu plus pour Sayaka Mitani. Je pense que ça aurait même eu plus d'impact que maintenant. Mais bon, maintenant c'est là et je suis désolé, mais moi il me tarde juste que son règne soit fini et qu'on passe à autre chose, quoi. Ouais, Euh, mais ouais, contre qui elle perdra, ça c'est la question. on, on verra ça de plus près, mais j'ai hâte de voir ça. Et enfin on termine avec le main event, le match pour le titre World, Syuri contre Julia. C'est un match qui est teasé depuis des mois, voire peut-être même une bonne grosse année, je dirais. Enfin, ouais. Au-delà du fait que Julia ait gagné le Five Star, ça fait des mois qu'elles sont un peu en rivalité, surtout avec le fait que Syuri ait quitté DDM pour former son propre clan vers fin décembre, début janvier à peu près. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Et en fait, ils ont réussi à construire une grosse animosité, une grosse rivalité entre les deux, mais basée autour du respect, parce que ben, elles sont très proches, très amies malgré tout. Enfin, elles l'ont été en tout cas, elles ont traversé beaucoup de choses ensemble. Et donc, ben, en fait, je pense que ça va être intéressant. Les deux, on sait que elles n'hésitent pas à se rentrer dedans, à rentrer dans leur adversaire. Donc, je pense que ça va être assez brutal. Mais en même temps, fair play, quoi. Enfin, dans les règles du sport, quoi. Ça va pas être une grosse brawl ou je sais pas quoi. Je pense que ça va être respectueux et loyal, mais bien stiff et ça va taper bien fort. Et justement, j'ai hâte de voir ce style-là parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est un style que j'aime bien quand les deux le font, quoi. Et, mais bon, après, on sait que je suis pas un grand fan des défenses de titre de Fury. Je trouve que c'est toujours overbooké. Donc, à voir ce qu'elle arrive à raconter avec Julia. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Julia, quand elle devient Steve, elle devient dangereuse. Euh, hors kayfabe, je parle même. Avec ses shoot butt, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal et je trouve ça beaucoup trop. Mais j'aime en fait ce qu'elle dégage quand elle est dans cet état-là. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage et, et c'est la Julia que j'aime bien en fait. Euh, Parce que j'ai un peu de mal, je suis assez controversé vis-à-vis d'elle, ça dépend de ses adversaires, si je l'aime bien ou pas. Donc voilà, je pense qu'en tout cas le match va être très bon, sûrement le match de l'année pour la plupart des fans de Stardom. Je pense pas que ce sera le mien, mais en tout cas il va faire énormément parler, c'est certain. Et il va marquer l'histoire même de Stardom, c'est quasiment certain. Enfin, c'est ce qu'ils essaient de nous mettre en avant, quoi. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai hâte quand même de le regarder. Oui, ça va être un très gros match. Il faut pas oublier que ça sera la deuxième chance pour Julia qui a déjà perdu contre Syuri en mars pour le titre Hmm. justement. Ah oui, Donc oui. ça m'étonnerait qu'elle perde une deuxième fois, surtout après avoir gagné le Five Star. Mais tu l'avais très bien expliqué dans un épisode précédent où depuis qu'elle est arrivée, elle est clairement construite pour ça. Il y a clairement un projet dessus. Ouais, Et on sent vraiment que c'est le moment où Syuri va perdre. Je dis pas qu'on est en perte de vitesse ou que ça commence à être un petit peu à bout de souffle,
Mais je pense que dans l'hypothèse où Yuri gagnerait, ce qui m'étonnerait, ça va être difficile de repartir sur encore un autre arc ou un autre angle ou sur quelque chose d'autre. Je pense qu'on est arrivé au moment où il va falloir changer, que ça fait plus d'un an que Julia est préparée pour ça. Et je pense que le grand moment va arriver, ça va bien évidemment faire beaucoup de bruit, je pense que ça va faire plaisir à énormément de monde. Et voilà, je pense que on y est. Je pense, j'annonce, c'est mon pronostic changement de championne du coup à la fin de ce show. Mais écoute, je te suis, je suis du même avis, je suis quasiment certain que Julia va le gagner. Et un petit détail que je voulais apporter pour ceux qui le sauraient peut-être pas. En gros, c'était Julia qui avait ramené Shuri chez Stardom. C'était à l'époque où elle était dans sa rivalité avec Anna Kimura. C'était en début 2020. C'était un match Six Woman Tag. C'était Anna Kimura avec euh, Leila Hirsch et Jungle Kyona, je crois. Je sais plus qui était la troisième, contre ben, Julia et deux autres personnes mystères, quoi. Et elle avait ramené Suri et Maika à ce moment-là. Donc en gros, c'est un peu elle qui, entre guillemets, a ramené Suri, évidemment, kayfabe, je parle. Euh, donc ça apporte un peu plus en plus à cette rivalité. Et voilà, c'était un petit détail que je voulais souligner, mais je pense que oui, Julia va prendre le titre. C'est tout pour ce show Stardom Dream Kingdom. On vous fera la review une fois que le show sera passé. Et je pense qu'on peut passer directement au show Seedling. Miano, je te laisse t'occuper de tout ça. Eh bien, Seedling of the Year 2022, donc ça aura lieu le 28 décembre. Vous pouvez le regarder en live sur le Seedling Live. Le 28 décembre, d'ailleurs, ça sera quel jour? Ça Le mercredi. sera le 28, un mercredi. Donc, on commence match numéro 1. Ça sera Yuki Mashiro, Riko Kaiju contre Chiyozora et Nao Ishikawa. Donc, c'est la retraite en fait de Yuki Mashiro, qui est une catcheuse de Ice Ribbon qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. Et Yuki Mashiro et Riko Kaiju étaient en équipe du côté de la Ice Ribbon, donc c'est pour ça que Mashiro vient faire un match à Seedling pour qu'elle soit en équipe une dernière fois avant que Yuki parte en retraite. Elles seront opposées donc à Nao Ishikawa qui est également de Ice Ribbon et de Chiyozora qui est de Purgie. Donc Chiyozora et Riko Kaiju, elles sont amies aussi puisque à la Purgie elles sont aussi en équipe ensemble. Donc je pense que ça va être un match où il y aura quand même une assez bonne ambiance. Et je pense que ça serait assez logique que l'équipe de Yuki Mashiro et de Riko Kaiju gagne. Après, ça arrive souvent aussi que dans le Joshi, dans les derniers matchs comme ça, la personne qui part en retraite perd. Mais bon, je vois mal quand même. Je vois mal l'équipe de Riko Kaiju perdre du coup, donc je pense qu'elle devrait assez logiquement gagner, même si, comme je l'ai dit, ça peut être possible que Yuki Mashiro se fasse spin. En tout cas, ça m'étonnerait que ça soit Riko qui perde. Donc mon pronostic irait plutôt vers une victoire de l'équipe Yuki Mashiro et Riko Kaiju. Ok. Alors, moi déjà, avant de commencer même toute cette review, je tiens à dire que, encore une fois, je connais très peu de seedling, même des catcheuses hors Stardom, à part peut-être TJP, mais sinon, je suis très peu calé en tout ce qui est Joshi hors de ces deux feds. Mais du coup, je connais très peu ces catcheuses-là, en tout cas. Donc, à part Riko Kaiju, que je connais plutôt bien, en tout cas des quatre, celle que je connais le mieux. Euh, donc voilà, moi je pense que je vais donner mon pronostic euh, en, en la faveur de son équipe parce que ben, on sait que c'est une catcheuse qui est bien mise en avant, qui est quand même une main eventer upper mid card peut-être si je dis pas de bêtises vu qu'elle est quand même elle a quand même eu quelques matchs pour le titre en main event et tout, donc c'est quand même un gros nom. Donc je pense que Ben, logiquement disons que c'est la jeune contractée de la fête, donc ils l'ont mise en avant de par son contrat et aussi de par son talent, donc ça peut arriver.
et le main event des gros shows, mais c'est pas encore la main eventeuse établie de la Fed, quoi. Ok. Mais en tout cas, ouais, je vais mettre, ouais, je la mettrai gagnante. Surtout que c'est une catcheuse que j'aime vraiment bien dans le roster. Donc voilà, je pronostiquerai en sa faveur. Et ensuite, on passe au match numéro 2, qui est un match high speed arbitré par l'honneur de la fête Natsuki Tayo. Je rappelle très rapidement le concept, les tombées sont rapides, donc le 1-2 très rapide, le 3 est normal. Le tombé se fait uniquement par flash pin ou en courant d'abord sur les cordes. On ne peut pas faire le tombé après son finish ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était le petit point de règlement. Et ce match opposera Léon, donc de Purgi, Kakeru Sekiguchi qui est freelance et Kao Matsushita, une toute jeune catcheuse de Ice Ribbon. Il y a déjà eu deux matchs high speed cette année entre Léon et Kakeru Sekiguchi. C'était vraiment très très bien. C'était mes matchs high speed préférés. Le deuxième d'ailleurs, c'était un match à 3 avec Asuka en plus. C'était Asuka qui l'avait gagné d'ailleurs. Donc Léon et Kakeru, ça marche vraiment très très bien dans les matchs high speed. Je pense que Kakeru va gagner, ça va être un match à élimination, donc je pense que Kao Matsushita va perdre en premier et que Kakeru va terminer le match en gagnant sur Léon. Pourquoi? Parce que on va dire, j'ai oublié le nom de la personne malheureusement qui vient aider Natsuki Tayo à gérer un petit peu cette division high speed, mais on voit tout le temps Kakeru Sekiguchi être avec eux à faire des photos sur les réseaux, et Kakeru en a pas encore gagné un, donc je pense que c'est le moment de lui faire gagner son premier. Donc pour ces raisons-là, je pense que Kakeru va gagner. En ce qui me concerne, cette jeune catcheuse de Ice Ribbon, je connais pas du tout. Mais vu que tu viens de le dire, elle est quand même assez jeune et elle a l'air d'être assez nouvelle dans tout ce qui est dans le monde du catch. Ouais, Euh, elle a un an plein d'expérience, quoi, un an d'accord, et ok. 2 mois, je crois. Ok, ok. Donc ouais, je pense pas qu'elle va aller très très loin dans ce match à élimination. Je pense même que oui, je suis d'accord avec toi qu'elle sera éliminée en première. Euh, et après, je sais pas entre Kakeru Sekiguchi et Leon parce que en fait, je crois que Sekiguchi, enfin, je l'ai vu un peu plus souvent chez Seedling. J'en ai plus entendu parler de chez Seedling que Leon. Donc, pour moi, ce serait plus surprenant que Leon gagne, mais Donc, je préférerais voir Leon gagner, mais je pense que ce sera Kakeru Sekiguchi parce que, ben voilà, j'en ai plus entendu parler dans la Fed. Elle a l'air d'être légèrement plus établie et plus souvent bookée, quoi. Donc, Non, elle est arrivée que très récemment, mais elle a quasiment fait tous les derniers shows. Donc, Elliot, elle venait, on va dire, 2 ou 3 fois par an tous les ans, alors que Kakeru, elle n'était pas encore venue. Elle vient depuis très très récemment, mais presque à tous les shows du coup. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle va gagner. Après, Leon, c'est un très gros nom dans le Joshi, hein, quand même. ouais. Elle a gagné 3 fois les titres de la Purgie. Elle a des règnes il y a plus de 300 jours là-bas, donc c'est pas n'importe qui. Elle a une carrière depuis les années 2000 dans le Joshi, donc voilà, c'est quelqu'un de très très établi quand même. Donc effectivement, que Léon gagne, ça serait pas non plus choquant. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai hésité un peu, mais je pense que je vais te suivre et je vais dire Sekiguchi pour les raisons que je viens de donner. Et ensuite, on a un match intergender avec Mikami contre Amazon. Donc déjà, les matchs intergender chez Seedling, c'est pas une première. On se souvient notamment de l'énorme Nanae Takahashi contre Go Shiozaki. Donc celui de la Noah où ça s'était vraiment rentré dedans, où Nanae il en avait perdu ses dents. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit régulièrement, non, rarement, oui, mais on va dire que c'est déjà arrivé. Donc l'intergender chez Seedling, c'est pas étonnant d'en retrouver. Et ce qui est bien, c'est que on va avoir l'opposition de style du coup entre Amazon et Mikami, avec Amazon qui titre quand même à 1m83 alors que Mikami
fait 1m63, donc on va forcément partir sur le rapport poids-puissance, le rapport taille également, avec Amazon qui aura bien évidemment l'avantage, avec Mikami qui est encore capable de faire un petit peu de high flight, notamment il peut encore passer des 450 ou ce genre de choses. Donc forcément c'est pas Amazon qui va faire les moves high flight, donc on va avoir une belle opposition de style avec, je pense, une victoire somme toute logique de Amazon, sauf si elle se fait roll-up ou qu'elle se fait avoir un petit peu bêtement dans ce genre de situation. Mais bon, ça sera intéressant à voir. Il y a des chances que ça soit un petit peu comédie aussi. Et ça sera le deuxième match consécutif contre un homme pour Amazon, puisque à peu près dans la même manière, au dernier show, au festival, il avait battu Shun Shiryu, qui est aussi un garçon qui était plus petit qu'elle et moins costaud. Donc je pense qu'on va avoir à peu près la même opposition de style entre les deux. Et voilà, à part surprise sur un roll-up ou quelque chose comme ça, je pense qu'on se dirige vers une belle victoire de Amazon. Honnêtement, je connais pas beaucoup Mikami, voire même pas du tout. Et voilà, Amazon, c'est quand même quelqu'un d'établi, de signé dans la Fed, et c'est quand même, c'est pas n'importe qui physiquement, quoi. Enfin, on voit que c'est une des plus costauds de tout le roster, et je pense qu'elle va être là, voilà, pour, comme tu l'as dit, pour imposer un peu son style, pour imposer son gabarit. Et je pense que ce serait un peu dommage, en tout cas, et un peu incompréhensible de la faire perdre, surtout face à quelqu'un qui est pas venu de manière récurrente, à ce que je sache, dans la Fed. Non, non, pas du tout. C'est juste que, on va dire qu'il connaît Natsuki Tayo. Ils sont croisés sur les rings il y a une dizaine d'années. Donc Ok, voilà, enfin, c'est un booking un petit peu comme ça. Donc ok. non, non, Mikami, il vient pas dans la Fed. C'est Natsuki qui le ramène, qui le connaît pour faire un match avec Amazon, un petit peu comme Shun Shiryu au show précédent. Ça va faire une opposition de style sympa, mais voilà, à part sur roll-up ou quelque chose comme ça, je pense qu'on n'aura pas de surprise. Ok, ok. Bah, écoute, ouais, je vais dire Amazon qui gagne ce match. Après, voilà, pour les roll-up, faut faire attention, parce que Amazon s'est quand même fait souvent flash pin, parce que du coup, pour la faire perdre et pour la protéger, elle a souvent perdu en flash pin, donc attention quand même, parce que ça peut lui arriver de se faire avoir, en tout cas, donc c'est pas un 100% de garantie, quoi. D'accord, ok. Donc à voir ce que ça va donner. Euh, ouais. Ensuite, match numéro 4, nous avons Misa Kagura qui vient de la LGTO. Hanako Nakamori de la Purgie, Itsuki Aoki de Shown Capture, Ryo Mizunami qui est freelance, Yu et Ayame Sasamura de AW. Donc on a Misa Kagura et Hanako qui font équipe, qui seront donc contre Itsuki Aoki et Ryo Mizunami, contre Yu et Ayame Sasamura. Donc c'est un three-way par équipe. Donc là, c'est assez ouvert. Il y a pas mal d'histoires croisées. Il y a par exemple Yu qui a pris le titre de la Purgie à Anako Nakamori, par exemple. On a Itsuki Aoki qui a battu Ryo Mizunami en demi-finale du tournoi pour le titre solo de seedling qui était vacant suite à la blessure de Nakajima qui cette fois font équipe. Et on a Anako Nakamori et Misakagura, comme je l'avais expliqué dans l'épisode 2 sur la partie seedling, qui sont ensemble avec Arisa Nakajima, avec Misa Kagura, on va dire, qui essaye de garder la bonne humeur entre Arisa et Anako, qui font équipe avec Violence Princesse sans forcément être vraiment très amis. Donc ça promet vraiment un très très beau match. Je pense que c'est très ouvert, sincèrement. J'ai aucune idée de qui va gagner. Je pense que Anako Nakamori va gagner sur Ayame Sasamura. Pourtant, je l'aime vraiment beaucoup, mais Yu et Ayame Sasamura n'ont pas spécialement d'histoire commune en ce moment. Donc, voilà, je tenterai bien de mettre une pièce sur victoire de Hanako sur Ayame, en tout cas. Mais c'est Euh, vraiment très ouvert, là, pour le coup. ok, ben écoute, moi déjà je tiens à dire que de,
des shows Seedling que j'avais vus. Il y a Nako Nakamori qui avait attiré mon attention. J'aimais bien ce qu'elle faisait dans le ring. J'aimais beaucoup son style. Et je me souviens de Misa Kagura que tu m'avais dit de regarder d'assez près parce que c'était un style qui pourrait peut-être me plaire, un peu fighting spirit, etc. Enfin, et plus aussi dans tout ce qui est un peu, comme tu le disais, dans la bonne humeur, quoi, etc. Qui met la bonne ambiance. Et j'aime bien tout ce qui est babyface comme ça, les babyface qui sont très gentils et tout, et qui ont beaucoup de fighting spirit. Et au final, ben, j'avais suivi ton conseil, j'avais regardé, et je l'avais trouvé pas trop mal quoi dans le ring. Elle m'avait assez intéressé. Et du coup, ben, depuis, je l'ai toujours gardé en tête. Et voilà, ça m'intéresse de voir ce qu'elle va donner dans un ring à chaque fois que je la vois sur un showcase. Et donc là, les deux ensemble, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, c'est certain que je serai derrière elle. Euh, mais je verrais bien Itsuki Aoki et Ryo Mizunami remporter. Parce que Ryo Mizunami, déjà, voilà, c'est un nom bien établi, que ce soit chez Seedling que mondialement. Et, et je pense que ouais, les deux ensemble pourraient faire un très bon travail et se démarquer des deux autres équipes. Et je pense qu'elles vont nous montrer de belles choses. Et je les vois bien gagner en fait. Je les vois bien gagner ce match. Parce que à la différence, voilà, de comme tu l'as dit, Yu et Ayame Sasamura, je les ai très peu vus, enfin même jamais vus ensemble, que ce soit chez Seedling ou sur une carte d'un show Joshi ou peu importe. Je les ai jamais vus ensemble ou même proches l'une de l'autre. Donc voilà, je pense pas qu'elles vont gagner si elles sont jamais si elles ont jamais été en tag ensemble. Donc voilà, j'espère en tout cas que Hanako et Misa gagneront, mais je vois plus Itsuki et Ryo gagner. Ouais, c'est mon option 2 en tout cas, donc à voir. En tout cas, c'est ouvert et ça sera sûrement intéressant. Et on passe au semi. Ah, là, j'ai beaucoup de choses à dire sur le semi, notamment historique, avec Mima Shimoda et Asuka et Makoto contre Riko Kawahata, Yumiko Ota et Miyuki Takase. Donc, si vous suivez le compte Seedling anglais-français, vous avez vu que j'avais fait un tweet au mois de novembre justement pour parler de l'histoire de la Sego en disant qu'il y avait Mima Shimoda qui était dedans dès le départ pour choisir le nom du clan, qu'ensuite ensemble elles avaient trahi Arisa Nakajima et tout. Et là je vois peu de temps après du coup qu'elle a invité sur le show pour le dernier show de l'année. Du coup forcément je suis super content, c'est normal qu'elle fasse équipe avec la Sego puisque c'est son clan. Je pense qu'elle va être un petit peu rouillée. Ça fait, allez, bien 1 an qu'elle a pas catché. Je compte pas les petits Rumble qu'elle a fait. Catcheuse de légende des années 90, comme Yumiko Ota d'ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes. J'ai hâte de voir ça. Je pense que bien évidemment la victoire va aller pour la Sego. Je les vois pas du tout perdre. Je pense même que Mima Shimoda va gagner ou alors va faire gagner son équipe. Mais en tout cas, je vois pas du tout la Sego perdre. En plus, Yumiko Ota et Riko Kawata, bah forcément, je suis toujours content de les voir ensemble. On rappelle que Yumiko Ota a une fête qui s'appelle T-Art, que Riko Kawata est sa seule contractée. Donc Riko Kawata, c'est l'élève de Yumiko Ota. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Les deux se connaissent très bien. On a Miyuki Takase qui vient en surnombre du coup pour les aider dans ce 3 contre 3. Mais sincèrement, je ne les vois pas gagner. On n'oublie pas aussi que Yumiko Ota a eu une chance au titre tag de Asuka et Makoto, qu'il avait perdu. Elle était avec Rina Yamashita pour sa chance au titre tag. Donc on a aussi un petit bout d'histoire sur les titres tag là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis vraiment content de voir Mima Shimoda, même si je me doute qu'elle va être un petit peu rouillée, mais je vais pas du tout lui en tenir rigueur. C'est surtout pour l'émotion et l'histoire que j'ai envie de voir ça. Puis bon, ça va quand même tenir la route.
Et je pense que Riko Kawata ou Miyuki Takase vont prendre le pin. Je pense qu'ils vont protéger Yumiko Ota. Après, laquelle des deux va perdre, je ne sais pas. Je dirais Miyuki Takase. Et je dirais que c'est Mima qui va faire le tombé, ou Asuka ou Makoto. Forcément, tu me diras, mais je mettrais quand même une pièce sur Mima Shimoda pour le coup. Ben, pour moi, en vrai, je trouve déjà ce match intéressant. Du peu que je connais de Mima Shimoda, ben, je suis très content pour elle qu'elle revienne sur le ring et je lui accorde beaucoup de respect pour revenir parce que, ben, en tout cas, enfin, même de respect pour la personne, quoi. C'est une légende, comme tu l'as dit. Je suis content de la voir. Ça fait toujours plaisir de voir des légendes comme ça revenir pour des shows ou des matchs spéciaux, quoi. Et, euh, et du coup, je la vois logiquement, oui, gagner, enfin son équipe gagner. Je pense pas qu'elle aura le pin. Je pense que ce sera plutôt Asuka. Euh, mais ouais, pour garder un peu la Sego assez forte, surtout la leader, quoi. Ça me paraît assez logique. Et je pense que ce sera Rico qui se fera pin, parce que Miyuki Takase, c'est quand même un gros nom, qu'elle soit souvent chez Sidling ou pas, peu importe. Enfin, c'est en tout cas dans le monde du Joshi, c'est un gros nom et ils vont la protéger coûte que coûte, je pense. Donc, je pense que ce sera Rico qui prendra le pin. Mais en tout cas, je pense que ce match peut être assez intéressant. En tout cas, Miyuki que j'adore d'un côté, Yumiko Ota qui me dérange pas tant que ça. Rico, je suis pas hyper fan, mais faut dire qu'elle est douée dans le ring quand même. Et en face, voilà, il y a Asuka qui se débrouille. Mima Shimoda, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner pour son retour. Tu disais qu'elle sera sûrement peut-être un peu rouillée. En vrai, peut-être pas nécessairement, parce que quand on voit Kagetsu Yazuki qui était revenu après un an au Shodan Kimura, là, c'était toujours très très bon dans le ring. Donc, je pense qu'elle a pas tant perdu. Et après, voilà, il y a Makoto, je me suis déjà prononcé là-dessus. Mais je pense que ça peut être pas mal. Et je suis assez intéressé, surtout après l'histoire que tu viens de décrire. Après, je dis rouillé, parce que contrairement à Kagetsu, Mima Shimoda, elle a quand même 51 ans, quoi. Donc, Oui, c'est sûr que c'est pas ça, le même âge. ça risque, voilà, ça risque d'être un petit peu difficile. Après, en parlant, j'y ai pas pensé, mais on peut avoir l'option B où Yumiko Ota, du coup, et Mima Shimoda, les deux légendes des années 90, où on n'est pas à l'abri que Sidling nous surprenne avec Yumiko Ota qui fasse abandonner sur son sleeper roll Mima Shimoda. Ce serait pas illogique puisque Asuka et Makoto à l'heure actuelle n'ont pas de challengers. Donc ça permettrait, en faisant abandonner Mima Shimoda, de prendre Riko Kawata avec elle et du coup de se déclarer et de s'autoproclamer nouvelle challengeuse au titre de Asuka et Makoto. Puisque pour l'instant on n'a pas de challengeuse. Donc faire perdre Mima Shimoda en la faisant perdre contre Yumiko Ota, ça nous permettrait du coup d'avoir de nouvelles challengeuses. Donc, on n'est pas à l'abri d'aussi ce genre de résultat, qui d'ailleurs serait très intelligent en termes de booking. Ouais, c'est vrai que ce serait bien pensé. Donc, j'y avais pas spécialement pensé sur le coup, où je réfléchissais juste en tant que fan, où je me suis dit, oh, bah, Meshomoda, elle revient, voilà, c'est pas pour faire figuration. Mais bon, elle est capable aussi de taper pour Yumiko Ota et pour faire avancer le booking sur les titres tag, c'est quelque chose en tout cas qu'il ne faut pas exclure, quoi. Ensuite, on passe au main event, donc match pour le titre Beyond the Sea, donc le titre solo, Hiroyo Matsumoto qui est championne, contre Arisa Nakajima qui sera la challengeuse. Donc je rappelle rapidement qu'au 7e anniversaire, on a eu un main event entre Matsumoto et Nakajima qui n'était pas pour le titre. Malheureusement, il y a eu un petit souci pendant le match où Arisa Nakajima s'est blessé. L'arbitre a dû déclarer Matsumoto vainqueur. Le match n'étant pas pour le titre, Nakajima l'a gardé. Malheureusement, sa blessure au genou était plus grave que prévu. Il a dû laisser le titre vacant. S'en est suivi un tournoi individuel sur un jour que Matsumoto a gagné pour devenir la nouvelle championne.
Et là, logiquement, Arisa Nakajima revient de blessure, donc elle a une opportunité pour récupérer le titre que finalement elle n'a jamais perdu, on va dire, de manière habituelle. Et s'il y a eu ce match au 7e anniversaire, c'est parce qu'il y a une grosse histoire entre les deux catcheuses que je vais expliquer très très rapidement. Ça commence tôt, ça commence en 2006 avec Arisa qui bat Matsumoto en demi-finale pour le titre de la JWP Junior. Donc bien évidemment, Arisa Nakajima a gagné, c'était déjà la meilleure catcheuse du Japon alors qu'il venait à peine de commencer, n'est-ce pas? Et en 2007, elle la rebat dans un truvet, mais cette fois pour le titre pop. En 2008, c'est l'inverse, c'est Matsumoto qui l'a battue. Ensuite, elles se sont réaffrontées différentes fois en match tag, mais ce n'est rien de très important. Et plus récemment, en 2017, match en simple entre les deux, c'est Matsumoto qui l'a gagné. En 2020, on a eu un match tag pour les titres par équipe, donc Arisa Nakashima et Tsukasa Fujimoto, donc les best friends, ont battu du coup Hiroyo Matsumoto et Yoshiko, qui à l'époque étaient les championnes tag de Seedling. Donc elles ont perdu au profit de Tsukasa et de Arisa. Et ensuite, on est arrivé au 7e anniversaire où elles nous ont fait des promos en disant que depuis 2006, elles se connaissaient, que lorsque Arisa elle avait fait une petite pause dans sa carrière, c'était en gros Hiroyo Matsumoto qui l'avait plus ou moins convaincu de revenir. Donc voilà, il y a une grosse histoire entre les deux. Je m'attends à un très très gros match. Les deux sont vraiment très talentueuses. Qui va gagner? Franchement, je ne sais pas. J'ai envie que Arisa récupère son titre, hein, bien évidemment. Mais bon, Sidling n'est pas à l'abri de nous faire une petite surprise et de faire gagner Matsumoto, qui, ça serait pas démérité pour tout ce qu'il a offert aussi pour Sidling. Donc il pourrait donner le titre à Matsumoto pour lui donner un petit règne. Après, est-ce qu'elle va gagner? Je ne sais pas. Puis j'ai quand même du mal à y croire. Je pense vraiment que Arisa va le reprendre, mais voilà, c'est du 60-40, quoi. J'en suis pas certain. En ce qui me concerne, déjà, je j'aime bien Arisa Nakajima. Je dois te l'admettre. Euh, c'est une très bonne catcheuse, elle est très douée. Et tous les matchs que j'ai vus d'elle étaient phénoménaux, quoi. Je le reconnais. Euh, mais j'ai une petite préférence quand même pour Hiroyo Matsumoto. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup son style dans le ring. Ses coups qui sont assez brutaux, quoi, et impactants. Et, euh, et voilà. J'ai une petite préférence pour elle. Euh, et je pense même qu'elle va gagner, enfin, pardon, garder le titre. Euh, Parce qu'en fait, c'est malheureux, ouais, c'est très triste pour Harissa, mais je pense que sa blessure, voilà, ça a causé un truc, enfin, qui a fait que elle pourra pas revenir récupérer le titre de si tôt et si facilement, parce que maintenant Hiroyo est lancé et euh, et pour moi c'est un truc qui est un peu récurrent dans le catch quand un catcheur champion se blesse. Quand il revient, il gagne pas la ceinture automatiquement. Il passe même beaucoup de mois dans la mid-card. Voilà, c'est un peu différent parce que c'est quand même un gros nom. C'est le plus gros nom de la Fed, comme tu l'expliquais dans le dernier épisode. Donc, elle va pas tomber dans la mid-card, mais je pense que elle va rester un peu, voilà, un peu loin du titre. Et je pense que sa blessure, ça l'a juste éloignée un peu de tout ça, malheureusement pour elle, hein. Comme j'ai dit, c'est assez triste. Mais maintenant, Hiroyo, elle est lancée. Et je pense que ce serait aussi un peu injuste pour elle de, de lui casser maintenant, en fait, sa petite lancée, quoi. Elle vient d'avoir une petite lancée de démarrer. Et en fait, voilà, elle passerait en quelque sorte pour dire, de manière un peu grossière, quoi, pour un peu pour la bouche-trou, quoi, du titre. Arisa n'est pas là, donc on lui donne le titre. Et après, une fois qu'elle revient, boum, elle lui reprend. Enfin, ce serait un peu injuste pour elle aussi. Donc c'est un peu compliqué, je pense, comme booking à décider, comme choix à faire. Mais je pense que, voilà, pour ce que je viens de dire, je pense que Hiroyo Matsumoto va rester sur sa lancée, va rester championne encore quelques temps. Et moi, ça me dérange pas tant que ça, même si je trouve ça assez malheureux pour Arisa.
Ouais, c'est vraiment dommage, surtout que son règne, il était vraiment génial quand il a battu Ryo Mitsunami pour le titre. Après la première défense contre Anako Nakamori avec toute l'histoire de la JWP derrière, qui a quasiment 20 ans d'histoire. Après, elle bat Tsukasa Fujimoto, sa meilleure amie, dans le ring et dans la vie aussi. Ensuite, elle bat Riko Kaju, la jeune montante de la Fed. Enfin, le règne, il était parfait, quoi. C'était vraiment trop bien. Il y avait des histoires de partout, des histoires qui datent de des années. Enfin, et là, ça prend fin sur blessure, mais c'est terrible, quoi. Limite, j'ai pas connu ça depuis ma Tony Storm, quoi. Donc, je suis vraiment dégoûté, mais bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. J'en veux bien évidemment pas du tout à Hiroyo Matsumoto. La pauvre, c'est pas de sa faute. Elle était en pleurs sur le ring, en plus, quand c'est arrivé. Donc, voilà, c'est malheureusement les risques du métier. Et effectivement, comme tu dis, c'est vrai que ça serait un petit peu dur pour Matsumoto de le perdre aussi vite. Et puis, puisque Nakajima allait revenir en décembre, à partir du moment où il avait décidé de garder le titre, bah, pourquoi l'avoir rendu vacant? Il suffisait juste d'attendre un mois de plus au final. C'était pas grand-chose, sachant que Seedling fait pas non plus 36 shows par mois, hein, c'est loin d'être le cas. C'est comme au final si on l'avait pas vu pendant un ou deux shows, donc il aurait très bien pu finalement le garder et on se serait passé de champion pendant trois quatre shows, quoi. Ouais, mais Donc après, effectivement, ça accrédite la thèse que Matsumoto pourrait le garder du coup. mais je pense quand même que elle savait pas en fait pour combien de temps elle allait être absente. Donc c'est pour ça qu'elle l'a rendu vacant. Je pense qu'elle s'attendait à ce que ce soit plus long. Et si ça avait été que, enfin, si elle avait su qu'elle reviendrait au bout de 3 mois, je pense que elle l'aurait pas rendu vacant et même Seedling n'aurait pas voulu qu'elle rende le titre vacant, quoi. Mm. Bah, toi, je crois que c'est justement l'inverse, c'est qu'ils l'avaient pas rendu vacant parce qu'ils pensaient pas que ça allait durer autant de temps. C'est quand ils ont appris que c'était un petit peu plus long que prévu qu'elle l'a rendu vacant. Donc, Ouais. en tout cas, c'est une très bonne championne, hein, Matsumoto. C'est pas la première venue, hein. On en a parlé aussi dans l'épisode précédent. Donc, puis, même si c'est Matsumoto qui gagne, je lui fais parfaitement confiance pour nous sortir des très gros matchs à chaque fois qu'il faudra le défendre. Donc, j'ai pas Mm. de souci de ce côté-là, en tout cas. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'était que Nakajima, comme tu le disais, elle a eu un super règne. Et en fait, je pense que la meilleure chose à faire là, ce serait justement de se préparer à reconstruire tout ça. C'est dommage parce elle a tout perdu, mais en fait maintenant il faut tout reconstruire et tout refaire pour faire ça encore mieux. Et du coup, je pense que ce serait hyper précipité de refaire ça dès maintenant en lui redonnant le titre. Je pense qu'en patientant un peu quelques mois, en reconstruisant tout ça, elle peut récupérer le titre, surtout en le récupérant des mains d'Hiroyo Matsumoto. Je pense que ça renforcerait encore plus l'histoire et ça renforcerait encore plus sa crédibilité. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mm. Hâte de voir ça, en tout cas. Ouais, pareil, je suis intéressé. Donc, c'est tout pour cette preview du prochain show Seedling. On peut passer désormais à notre recommandation de la semaine. C'est parti. Je vais commencer par cette semaine avec un match qui m'est très 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 cher, évidemment. Euh, et je vais avoir pas mal de choses à dire. Je suis désolé pour un énième monologue, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un match assez court, mais qui rassemble pas mal de choses, malgré le fait que ça manque d'histoire dans la rivalité, en fait. Il y a rien de très particulier, mais en fait, le cœur du match est très poignant, et c'est pour ça qu'il m'a autant marqué. Après, vous allez comprendre pourquoi aussi. C'était au show 9e anniversaire de Stardom. Encore une fois, par rapport au match, c'était le même show où il y avait eu Tam contre Kagetsu dont j'avais parlé. Ce show qui est absolument exceptionnel et on en fera une review avec Miyano dans un des épisodes exclusifs d'ailleurs. C'était le match pour le titre Wonder. Arisa Oshiki qui défendait contre Utami Hayashishita.
Alors, euh, pour recontextualiser un peu tout ça, c'est Utami qui avait battu Arisa au Five Star. Au Five Star 2019, elle avait réussi à avoir une victoire. Et donc, logiquement, elle l'a challengé vers le mois de décembre, après qu'elle ait battu Konami, elle l'a challengé Arisa pour un match pour le titre, au choix anniversaire. Et en fait, durant toute la construction du match, c'était énormément. Enfin, Utami montrait beaucoup de, de manque de respect, des manques de respect, mais genre, voilà quoi. Et du coup, voilà, donc elle montrait beaucoup de manque de respect. Et ça s'attrapait par les cheveux, quoi. Ça, c'était tête contre tête, à se pousser, voilà. C'était et Utami en fait, elle cherchait à montrer une certaine domination mentale, on va dire plutôt, même physique. Et et voilà, c'était un peu la meuf qui se la pète, quoi, alors que c'est un peu la nouvelle venue. Alors que Arisa, vous le savez, enfin c'est un peu une très grosse underdog qui est énormément sous-estimée de manière kayfabe en tout cas. Euh, et donc là, il fallait un peu qu'elle lui montre comment elle était quoi. Enfin, c'est que son règne c'était pas n'importe quoi, que c'était pas n'importe qui quoi. Voilà, c'est Arisa Oshiki. Encore une fois, évidemment, ma catcheuse préférée dans tout type de tout confondu quoi, dans toute l'histoire du catch. C'est une catcheuse qui me tient beaucoup à cœur et euh, à travers laquelle je me retrouve beaucoup. Et c'est pour ça que je l'apprécie autant et que tous ces matchs, ils me marquent autant et que je voulais parler de ce match. Et donc voilà, donc là, elle avait tout ça à prouver. Il fallait qu'elle montre qu'elle est à la hauteur de ce titre face à une nouvelle venue qui est un peu arrogante et qui lui manque de respect. Donc voilà, c'était sa neuvième défense. Et mais du coup, le match commence, la cloche sonne et on voit une Arisa qui reste dans son coin, euh, calme et détendue, mais très concentrée. Enfin, et en fait, elle a un air qui dégage. En fait, on sent qu'elle est préparée, qu'elle est prête pour ce qui va se passer. Et, euh, et du coup, en fait, ça commence, les deux commencent en s'attrapant les cheveux et en se collant tête contre tête. Et j'aime beaucoup, j'adore tout ce que ça représente. Et en fait, elle commence en s'échangeant des forearms. Et il y a Arisa qui commence en mettant des forearms dans la poitrine d'Utami. Elle part dans les cordes pour mettre un kick, mais il y a Utami qui contre et qui l'amène directement dans le coin. Elle commence à l'asséner de coups de poing, etc. dans le coin, avec une grosse domination. Elle part même sur une sleeper hold en maintenant Arisa au sol. Mais Arisa arrive à attraper la corde, évidemment. Elle enchaîne les soumissions, les différentes soumissions, et elle cherche vraiment, on sent qu'elle cherche à humilier Arisa. Elle lui met des stompes dans le visage et elle lui marche dessus. Donc ça met bien en avant toute la rivalité, c'est très très cool. Mais voilà, Arisa elle arrive à reprendre l'ascendant avec son high knee, puis un magnifique hook kick que j'adore, son espèce de coup de pied crocheté, et ensuite son espèce de jumping high knee. Et après, voilà, elle commence à être de plus en plus déterminée, Arisa. Elle fracasse la tête d'Utami sur les prônes à l'extérieur pour ensuite donner vie à ce magnifique spot que j'adore et qui restera toujours gravé dans ma mémoire. C'est incroyable, 1399, là, son espèce d'Enzuguri qu'elle fait, mais cette fois en s'aidant de l'apron. C'est absolument magnifique. J'adore ce spot-là. Et, euh, et voilà, et là, du coup, on est parti pour une Arisa qui est déterminée, qui va lui en mettre plein la bouche, quoi. Et effectivement, on voit Utami qui commence à saigner même du crâne. Et d'ailleurs, qui a un super selling avec. Elle remonte au compte de 19 dans le ring. Et immédiatement, Arisa commence à la chevaucher et lui mettre des droites au sol. Euh,
il y a cette magnifique espèce d'esquive qu'elle fait pour lui mettre une claque, une espèce d'esquive rotative, un peu comme on peut voir en boxe. On sait qu'Arissa a fait beaucoup de shootboxing. Donc c'est très très beau à voir. J'aime beaucoup cette partie-là, enfin ce petit move-là. Je trouve ça magnifique. Et après, du coup, Arissa elle passe sur un peu pour faire écho au slipper d'Utami. Elle fait un espèce de money clip, un peu comme ce que fait Okada, pour ceux qui voient. Et ça donne lieu à une des images les plus magnifiques de tout le règne d'Arissa, voire de toute sa carrière, et une des plus belles de Stardom. Le moment où elle la tient comme ça en money clip, avec Utami qui essaie de se dégager, qu'on voit qui souffre, quoi, avec le visage plein de sang. C'est absolument magnifique. Cette image est merveilleuse à regarder pour tout ce qu'elle représente et tout. Euh, voilà, j'aime énormément ce passage. Et on voit que Arisa elle commence à sourire en lui faisant mal. Elle prend de plus en plus de plaisir. Et voilà, elle devient sadique. Et c'est une image d'Arisa qu'on voyait, mais pas à cette échelle-là en fait. Et là, on sent que c'est à son maximum. Et c'est incroyable de la voir dans cet état-là. J'aime énormément. Et, euh, et Utami, elle arrive à revenir petit à petit. Ça s'échange des claques et Arisa elle vient casser tout avec un énorme kick. On sait que ces kicks sont fabuleux. Et là, elle commence avec son Hoss Cutter. Le Hoss Cutter, d'ailleurs, elle l'a appris de Will Ospreay lui-même. C'était en battant Bea Priestley dans le Five Star. La stipulation, c'était que si elle arrive à battre Bea Priestley, enfin, c'était échangé ça sur les réseaux sociaux, elle s'était mis d'accord, elle aurait le droit d'apprendre le move qu'elle veut de Will Ospreay. Et on voit d'ailleurs des photos, on a vu des photos passer où elle s'entraînait avec Will Ospreay. Donc elle l'a appris à ce moment-là. Et elle essaie de le passer, sauf que Utami, elle contre directement en German. C'est un magnifique contre. Et ensuite, elle la relève pour en remettre une autre. Et elle commence à partir avec son torture rack, qu'elle répétera plusieurs fois dans le match, d'ailleurs, le torture rack. Et ensuite, voilà, il y a les différentes confrontations de soumission avec Utami qui fait son espèce de soumission un peu comme quand elle fait le move dont je parlais, là, l'espèce de white noise, mais en maintenant la nuque d'Arisa contre son propre genou. Euh, et, euh, et ensuite Arisa qui repart sur son money clip là. Et, euh, et de la même manière, toujours aussi magnifiquement porté, avec Utami qui le scelle très bien d'ailleurs. Euh, et ensuite, elle repart sur un kick et un autre Hoss Cutter qui encore une fois est bloqué. Donc en fait, il y a toute cette histoire autour du Hoss Cutter que Utami veut pas qu'elle porte. Et, euh, et ensuite, il y a Arisa qui devient qui est en full fighting spirit, quoi. Elle monte sur la troisième corde, elle place son 1399 encore une fois, et là dégagement à 1 d'Utami. Et donc là, elle se donne absolument à 300%. Elle repart en scooter qui est encore bloqué, ça part en torture rack, qui ensuite part en German, séquence magnifique. Et, euh, et Utami, elle commence à prendre Arisa, on comprend pas pourquoi, elle la met sur la troisième corde, mais pas du coin, en fait, juste du ring, quoi. Elle la place comme ça, un peu en position assise, en fait, pour essayer de partir en German depuis cette pause. Et Arisa, elle arrive à bloquer pour enfin passer son Hoss Cutter. Donc l'histoire du match est super bien racontée, parce que tout le long du match, il y a Utami qui essaie de lui bloquer le Hoss Cutter, et qui passe des German, notamment la German qu'elle a passée en contre. Et là, cette fois, c'est Arisa qui bloque la German pour réussir le Hoss Cutter depuis la position dans laquelle elle est, même si elle le botche un peu. Mais je trouve l'histoire très très belle. Et, euh, et ensuite, elle se place directement dans le coin, Arisa, et elle fait son Shining Impact, son espèce de gros coup de genou en courant là dans le visage quand son adversaire est à genoux, hyper violent. Elle part pour le tomber, un, deux, et elle lui relève directement la tête pour mettre encore plus en avant son côté sadique, à quel point Utami l'a poussé dans ses derniers retranchements, dans un état qu'elle a jamais connu. Et elle lui relève la tête comme ça, c'est hyper badass, c'est absolument exceptionnel.
et elle la relève pour pouvoir ensuite lui placer son magnifique Brazilian kick, un des plus beaux finishes que j'ai pu voir, probablement même le plus beau kick de l'histoire du catch. Je suis désolé, il faut l'admettre, même de l'histoire de n'importe quel art martial. En tout cas, quand Arisa le porte, c'est magnifiquement porté. Et elle gagne là-dessus. Elle arrive à conserver son titre pour la, la neuvième fois consécutive. Et voilà, je peux pas vous recommander assez d'aller voir ce match. Euh, en plus avec tout ce que je viens de raconter, si ça peut vous aider à mieux contextualiser tout ça. Et j'espère que vous le verrez et que vous allez l'apprécier de la même manière que je l'apprécie. Bah, oui, le match était très sympa. Rissa, je l'apprécie beaucoup aussi, même si, comme tu le sais, j'ai préféré le règne de Momo. Mais c'était vraiment une très très bonne catcheuse qui malheureusement a dû mettre fin à sa carrière précipitamment avec les blessures. Mais c'est quelqu'un qui, sur le ring, fait toujours des très très bonnes performances que j'apprécie beaucoup. Je suis d'accord avec toi, son kick est vraiment incroyable, son Brazilian kick, son finish, il est vraiment très très bien. Le petit temps d'arrêt qu'elle met là juste avant de repartir, je sais pas comment elle fait, même pour rester en équilibre. Donc voilà, je vous encourage même à aller voir d'autres matchs de Harissa, notamment un. Mais bon, je préfère que ce soit toi qui en parle, tu sais très bien duquel je veux parler de Oui, je toute le garde façon. exprès, je le garde exprès pour plus tard. Ouais, c'est pour ça que j'en parle pas plus que C'est ça, gentil. mais c'était vraiment exceptionnel. Du coup, moi, je vais parler d'un match chez Sidling de Takumi, puisqu'on en a un petit peu parlé lors de l'épisode précédent où tu avais parlé également de Takumi contre Mayu. Donc moi, je vais le faire, mais du côté Sidling, c'était à l'époque où Sidling travaillait encore pas mal avec Marvelous. Donc pour le contexte, ça sera Takumi Iroha contre Arisa Nakajima pour le titre que j'ai choisi. Mais pour donner un petit peu l'histoire rapidement, on rappelle que Takumi a battu Nanae Takahashi pour le titre le 29 mai 2019. Il a ensuite fait une défense avec succès contre Amazon. Et là, c'est donc Arisa Nakajima qui se présente le 18 septembre à Endless Summer 2019 pour du coup challenger Nanae Taka, enfin pour challenger Takumi, pardon. Donc on se dirige vers le Takumi Arisa pour le titre. C'est vraiment un très très bon match. On a un départ qui est assez lent, avec une Takumi qui est très arrogante, qui se met elle-même au sol, qui demande à Arisa de venir la chercher au sol. Ça part comme ça, c'est assez lent avec Takumi qui est arrogante. On a Takumi qui du coup prend le dessus avec ses fameux coups de pied. Ensuite, on fait un petit tour à l'extérieur. On est au Korakuen, donc il y a un moment donné, on voit tu sais, les escaliers là où tu montes, et t'es Ah ouais, directement un petit peu au milieu de la tribune. Donc ouais. On a Arisa qui dive du haut en bas en fait. Et du coup, ça lui permet de reprendre l'avantage. Ensuite, ça revient dans le ring et on a Arisa qui commence à travailler la jambe en faisant la prise en 4, puisque la grande force de Takumi, du coup, c'est de mettre ses grands kicks. Donc on a Arisa qui travaille la jambe pour essayer d'en réduire l'impact. Mais bon, on est encore en début du match, le travail sur la jambe ne suffit pas. On a Takumi qui passe quand même ses kicks, même si elle scelle la jambe et que c'est difficile, elle enchaîne avec une première German. Et là, c'est assez intéressant puisqu'on a Takumi qui monte sur la troisième corde, mais on a Maria qui vient la distraire et c'est assez intéressant parce que Maria, comme Takumi, elle vient de Marvelous, mais par contre, il faut pas oublier que Maria fait partie à cette époque du clan de la Sego, dont j'ai parlé à l'épisode précédent, clan dans lequel Arisa Nakajima était encore la leaduse, et donc Maria est venue apporter une petite distraction pour que Takumi n'ait pas le temps de faire son saut. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir que Maria, pour le coup, a privilégié son clan plutôt que sa fête d'origine. Donc on a un petit angle là-dessus qui était plutôt sympa. Et ensuite, on a Arisa qui, à la suite de ça, arrive à passer un angle lock. Donc cette fois, elle travaille la cheville. Donc elle travaille toujours au niveau des pieds, au niveau des jambes, pour empêcher Takumi de porter tous ses moves.
Ça part en German suplex, en missile dropkick. Ensuite, on a un enchaînement de 3 German et d'un autre missile dropkick. Donc là, on a une grosse période de domination de Arisa Nakajima. On a Takumi qui essaye de s'en sortir avec son spin kick, là, son coup de pied retourné. Sauf que du coup, ça devient un petit peu moins efficace avec le travail sur la jambe, puisque Nakajima arrive à l'esquiver et elle en profite pour lui attraper directement à la jambe et ça repart en angle lock. Donc on a encore ce travail sur la jambe. Donc là, on a Takumi qui a du mal à tenir du bout, mais qui, dans un élan de fighting spirit, passe un énorme super kick qu'elle la démonte alors qu'elle se tient la jambe, elle a vraiment tout donné. Et elle arrive ensuite à passer une powerbomb et c'est parti pour le tomber. 1-2 dégagement de Arisa Nakajima. Donc on est à peu près au milieu du combat, on a déjà des énormes séquences. Ensuite, on a un spot que j'aime beaucoup, on a Takumi qui est sur le tablier, on a Arisa qui est sur la troisième corde et Arisa en sautant à l'extérieur, elle pose un DDT en même temps, ça elle le fait très très souvent, c'est toujours impressionnant. Ensuite, Arisa remonte sur la troisième corde, diving footstomp. Elle remonte Takumi, elle lui refait le footstomp sur le ring cette fois, compte de 2. Donc ça continue de monter en intensité. On a la Dragon Suplex de Arisa qui ne passe pas. On a Takumi qui remet un super kick. On a Arisa qui limite Nocel et qui lui refait des German Suplex. Et là, on a Arisa qui monte sur la troisième corde qui va tenter son moonsault. C'était à l'époque où elle le faisait encore. Donc maintenant, malheureusement, elle ne le fait plus, mais à l'époque, elle le faisait. Takumi le contre. Et là, on a un échange de coups d'avant-bras, le fameux à toi, à moi, où on a Arisa qui se fait sécher par une énorme droite. Et ensuite, elle est prise dans un sleeper hold. On enchaîne par une powerbomb. Dégagement de Arisa Nakajima. Ensuite, Takumi monte sur les cordes. Swanton Bomb. Dégagement à nouveau de Arisa Nakajima. Donc là, on a Takumi qui essaye d'en finir avec le running powerbomb qui est contré en flash pin. Bon, ça ne suffit pas pour le compte de 3. Ensuite, on a des accélérations. Dragon Suplex, Takumi qui se dégage. Ensuite, on a Arisa qui essaye de prendre de l'élan, mais elle se fait porter sur les épaules. Elle se prend la powerbomb. Du coup, avec Takumi qui s'est servi de son élan pour la lever. Ensuite, elle se mange un énorme buzzsaw kick en pleine tête. Donc, ça rappelle un peu ceux de Syuri. C'est vraiment très très violent. Elle encaisse un autre super kick quasiment sans broncher. On a donc Arisa qui passe une Dragon Suplex. Elle enchaîne les droites, elle prend la jambe, elle repasse une autre souplex avec cette fois-ci la jambe qui est maintenue. Et ça n'a pas suffi. On a eu un dégagement et il a encore fallu une dernière souplex pour que ça soit le compte de 3 et que Arisa Nakajima devienne la nouvelle championne. Donc voilà, le match est vraiment incroyable et même le règne est incroyable. Il y a une défense contre Sasamura, contre Nanai qui est le R versus R que j'avais déjà recommandé. Ensuite, c'est le match contre Yamashita où il y a le turn de son clan, la Sego. Ensuite, la défense contre Asuka qui venait de la challenger jusqu'à la défaite contre Yoshiko. Donc, c'était le début de ce règne-là qui est vraiment très très marquant pour la Fed. C'était vraiment un très très grand match que je conseille de regarder ou du moins d'aller en voir un résumé sur YouTube. C'est vraiment un très très bon match en tout cas. Eh ben écoute, en tout cas, ça m'a donné envie de le voir personnellement, vu que j'aime beaucoup Takumi. Et comme je l'ai dit, je trouve qu'Arisa est très 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 doué dans le ring. Ouais, j'irai définitivement voir ce match. Et, euh, et ouais, vu la manière dont tu me l'as vendu, franchement, ça me hype beaucoup. Mais écoutez, je pense que c'est tout pour cet épisode. On a quand même fait 1h45 là de podcast. On s'excuse un peu voilà, pour la durée, c'est juste qu'on avait pas mal de choses à dire, notamment cette petite intro pour faire le point. Encore une fois, merci à tous d'avoir écouté, merci à tous de nous suivre et de tous vos retours. N'hésitez pas encore une fois à nous mettre la note que vous jugez convenable pour notre travail sur Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à partager, à nous faire des retours. Nous, c'est ça qui nous pousse à continuer. Et voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, on arrive avec de plus en plus de projets. Le Patreon qui va se lancer là dans la semaine, le premier épisode exclusif qui sera dans la semaine.
et tout qui va s'enchaîner. En tout cas, merci encore une fois de nous suivre. Euh, et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci à tous et encore désolé pour ma voix affaiblie aujourd'hui. Merci bien évidemment énormément pour tous vos retours et tout votre soutien. Ça fait énormément plaisir et à bientôt pour de nouveaux épisodes.